et les bilans enregistrés à l'issue du carnage dans la ville de Béni, peu après le départ de Joseph Kabila de ce coin de la RDC. Un but partout, c'est le score qui a sanctionné le match de la finale retour de la Ligue des champions africaine hier samedi à Blida entre l'association sportive V-Club et Entente sportive des Sétifs. C'est ce qui a permis au club algérien d'être sacré champion d'Afrique une semaine après le match de Kinshasa, soit 2 buts partout. Le Grand Hôtel Kinshasa va abriter le lundi 3 novembre 2014 les assises de la 34e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones. Le détail dans ce journal. Ce journal vous est présenté par Alain Kiouka. Un invité dans ce journal, il s'agit de Franck Dikisongele, artiste peintre. Nous parlerons de l'exposition qu'il organise depuis quelques jours dans l'espace de la Trust Merchant Bank ici à Gombe. Madame, Monsieur, bonsoir, bon dimanche à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir. Deuxième carnage en pleine ville de Béni en moins d'une semaine, hier aux environs de 19h. En effet, quelques heures après le départ du chef de l'État Joseph Kabila, les assaillants, identifiés comme des rebelles ougandais de l'ADF Nalu, ont tué 7 personnes, dont un militaire des FARDC, en croire le maire de Béni. Ce dimanche matin, une meute de la population de Béni, manifestement en colère, est descendue sur le boulevard Nyamouissi, muni d'un des corps de tués avant d'être dispersés par des bombes à gaz lacrymogène par la police nationale congolaise. Nous rapporte notre correspondant sur place, Charmant Wandambi. C'est donc un dossier à suivre. L'hôtel Vénus de Kinshasa va abriter à partir de demain lundi 3 novembre les travaux de la 5e journée africaine axée sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. À ce sujet, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Chrysostome Vahamouti, a tenu une conférence de presse ce dimanche à l'hôtel du Fleuve. Ces propos ont été recueillis par Laine Bofano-Mbongo. Permettez-moi de débuter mon propos en souhaitant la bienvenue sur le sol RD congolais à vous tous qui êtes venus à Kinshasa pour participer à ce symposium sur les régimes alimentaires indigènes durables et à la 5e journée africaine pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle demain le 3 novembre 2014. Mesdames et messieurs, distingués invités, la malnutrition constitue à ce jour l'un des fléaux majeurs qui frappent les populations africaines. Elle est causée par des problèmes structurels, mais également par des problèmes conjoncturels qui entraînent une insuffisance dans l'accessibilité et la disponibilité de la nourriture. Mais la nourriture peut être parfois disponible, sans toutefois qu'elle soit de qualité requise. C'est ici qu'intervient la notion de régime alimentaire équilibré, qui sous-tend une alimentation de qualité à même de garantir la bonne santé et une croissance équilibrée pour les enfants en âge de croissance, qui demeurent à ce jour le plus touchés par la malnutrition. Toujours à partir de demain lundi, Kinshasa va abriter les assises de la 34e Assemblée générale des maires des pays francophones. Durant 5 jours, soit du 3 au 7 novembre 2014, les participants à ce grand forum international vont réfléchir sur les problèmes liés au développement de leurs collectivités et villes. Ces assises, organisées par l'Association internationale des maires francophones, vont se tenir au Grand Hôtel Kinshasa. Willy Kacha nous en parle. Quelques heures seulement restent pour les participants à la 34e Assemblée générale de l'Association internationale de maires francophones pour débattre autour de 3 thèmes, à savoir ville et migration internationale, dialogue, autorités locales, Union européenne et autres partenaires, ville et lutte contre le changement climatique. Durant 5 jours de travaux au Grand Hôtel Kinshasa, soit du 3 au 7 novembre 2014, plus d'une centaine de maires, représentants des villes francophones et quelques chefs d'État prendront part à ces assises.
Depuis l'adhésion de la ville de Kinshasa en 1979, l'AIM, sous l'impulsion de l'Organisation internationale de la francophonie, est intervenue en RDC dans plusieurs domaines de construction, équipement du centre hospitalier d'État de Ngiringiri, ainsi que la maison des savoirs de Kinshasa. Ces projets, rappelons-le, ont été exécutés en partenariat avec l'Hôtel de Ville de Kinshasa. Dans les provinces, l'organisation d'une campagne de sensibilisation sur la décentralisation au Bandundu, l'aménagement du marché des Luwowoshi dans le Katanga et un projet en cours de desserte en eau potable dans la ville de Bukavu. À titre indicatif, l'AIMF est un réseau de collectivités locales francophones. Elle conseille les collectivités dans la gestion de leurs ressources et favorise les échanges entre les collectivités locales, finance des projets de développement. Par ailleurs, la décentralisation et la gouvernance locale font partie des axes principaux d'intervention de l'association. Bref, l'AIM est un rassemblement de maires et responsables des capitales et métropoles où le français est la langue officielle. Objectif: faciliter la réalisation des projets, l'échange de pratiques et de connaissances en fournissant une tribune internationale aux villes francophones. Sport football, vous le savez certainement, l'entente sportive Sétif d'Algérie a remporté ce samedi à Blida, à domicile, le trophée de la Champions League africaine au terme du match de la finale retour qu'il a opposé à l'association sportive Vita Club de la RDC. Score du match, 1 but partout. Je vous propose de suivre un résumé de cette rencontre. Je me méfie des ballons soulevés tout le temps. Attention, bonne action pour l'ASV Club dans la surface de réparation. Quelle frappe! Ah, c'était très très bien joué, Roger. À la 39e minute, je pense que si VEC Club joue comme ça, et là c'est Idoussa Dissou qui se prend la tête, qui sourit. Ah, il est parti, voilà, il a bien combiné. Il a ouvert sur Moumbélé, Moumbélé qui frappe et le ballon est au-dessus de la profondeur. Donc pour Moumbélé, donc ça pose aucun problème. Alors là, ce sont les Algériens. À mon avis, il ne faut pas les laisser. Ce n'est pas possible. Aïe, 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 aïe. Ça se complique pour le moment. Il y a ce ballon qui a traversé pratiquement tous les défenseurs. Issa Yatou qui applaudit. La vigilance du gardien. Là, on voit le démarrage. Le centre anodin, tout le monde passe à côté. Et puis bon, le joueur de Sétif qui était là, c'est voilà, Younes qui était encore là, ce diable de Younes qui a pu glisser le ballon. Younes, le numéro 3 donc, qui marque pratiquement à la 47e minute. Je crois que les calculs se compliquent, on voit. Voilà, les gardiens n'ont pas intercepté les ballons. Mabélé tente d'arriver un tout petit peu libéré. Mabélé. Oui, ils vont rester dans leur système là pour le moment qui le réussit bien. Là c'est Mvumbu. Il n'y a personne à la récupération. Oh, c'est fantastique. Très très bien sur cette descente de Lumbu. Et c'est le Mamabidi. Il va prendre un carton jaune. Il s'en fout. Mais c'est lui le buteur de Kinshasa. Il récidive ici à plus de 30 mètres. Il fusille le gardien. Et il marque les Mamabidi, donc c'est l'égalisation ici au stade de Blida. Regardez avec quelle vitesse il arrive. Il frappe et les ballons font de filet. Un but partout ici à Blida. Roger. Oui, l'action merveilleusement construite. Le Vumbu, diable. Je félicite également le général Tango Fort et Papa Kazadi Chichichi, n'est-ce pas, qui ont fait beaucoup de choses pour cette équipe de VEC Club. Transmission à Biza. Merci à toute la rédaction sportive qui s'est mobilisée comme un seul homme avec Roman Garampeyua pour que nous puissions arriver chez vous dans les très très bonnes conditions. Merci bien sûr au gouvernement de la République qui a mis le paquet. Félicitations à l'association sportive Vita Club, elle est quand même sortie vice-championne d'Afrique, ce n'est pas rien. Sport toujours, le cercle de Kinshasa organise du 20 octobre au 9 novembre un tournoi de low tennis dénommé Poto Poto. Au cours de ce tournoi, une quarantaine de tennismen vétérans vont rivaliser d'ardeur, comme nous l'indique si bien Patrick Borel-Mukendi et Rigo Moulobo. Le grand tournoi de tennis des Poto Poto qui regroupe les vétérans entrepreneurs qui ont jeté leur dévolu dans la petite balle jaune continue son bonhomme de chemin dans la surface battue du cercle de Kinshasa. 40 gladiateurs sont des coups pour chercher le précieuse place au podium. Pour cette 4e journée, les tennismen l'ont conjugué au rythme du fair play. Oh, je suis au bas du tableau, parce que
J'ai raté une journée. Je suis au bas du tableau, mais bon, tu sais, comme disait Coubertin, l'important c'est participer. J'ai dit à mon partenaire du 3e set, le docteur Mobile Kapanga, que je ne savais pas courir. Il l'a oublié 3 fois. Alors, vous voulez que je sois content? Non, je ne peux pas être content dans ces conditions-là. Le plaisir que j'en ai, c'est quand je vais toucher la prime du tournoi. Non, allez, soyons sérieux, c'est parfaitement amical et c'est le plaisir de jouer ensemble et de jouer avec les amis. C'est ça qui nous fait le plus plaisir. L'essentiel est de bouger. L'essentiel est de bouger. Donc je pense que pour être en bonne santé, il faut bouger, faire du sport régulièrement. C'est très intéressant et ce tournoi est très agréable. Ce tournoi des poteaux-poteaux qui a ouvert ses portes le 21 octobre ira jusqu'au 15 novembre 2014 au grand bonheur des amoureux de ces disciplines qualifiées des nobles. À présent, je propose de suivre la carte postale de la ville de Bandundu qui, à sa façon, s'est lancée dans un processus de modernisation sous l'impulsion du gouverneur de province Jean-Camille Sendou. Images et commentaires, Lucie Mahamba, Patricia Molengo, Bolekuni. 2 ans après son élection à la tête de la province du Bandundu, le gouverneur Jean-Camille Sendou, avec sa vision de développement de la province, de Bandundu-ville en passant par la ville de Kikwit ainsi que d'autres coins de cette province, reflète déjà l'image de la révolution de la modernité. Le Bandundu renaît en effet de ses cendres, la paix s'y installe et se solidifie. Depuis sa création, la province de Bandundu n'a jamais connu un cabinet du gouverneur digne de son nom. Les travaux à grande visibilité sont en train d'être exécutés, tels que la construction de ce bâtiment avec respect de normes urbanistiques. Il sera dénommé Maison Blanche parce qu'il est aussi peint en blanc. On y trouvera la salle de conférence de ministres, le bureau du gouverneur ainsi que ceux de conseillers. Derrière ces bâtiments, on a érigé quelques bureaux et les cabinets du vice-gouverneur dans la cour de ce bâtiment et sur cette clôture. La lumière, les fontaines sèches et ordinaires sont aussi installées. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne sont pas oubliées. Un bâtiment pouvant abriter la haute cour militaire est en train d'être construit. Les écoliers, eux, vont bénéficier de cette école en pleine réhabilitation. Bandundu-ville n'a jamais connu un grand marché moderne. À peine élu, Jean-Camille Sendou construit ce grand marché pour la population. Tous les anciens gouverneurs ne sont pas oubliés. Leurs photos sont placées sur le mur de la salle de conférence de ministres. Religion, l'Église catholique célèbre le 1er novembre de chaque année la fête de tous les saints. Une célébration qui rappelle ceux qui se sont efforcés de vivre dans la sainteté en observant la parole de Dieu et qui ont finalement obtenu un bon témoignage de leur vie sur terre. Popol Ziakwaou s'est rendu ce dimanche à la paroisse Notre-Dame de Grâce à Lupène pour y rencontrer son curé. Suivez. La fête de la santé de tous les saints a été instituée dans l'Église pour pouvoir commémorer tous ceux qui ont bien vécu dans leur vie, connus ou pas connus par l'Église officielle, et qui se retrouvent dans la béatitude de Dieu. Comme on ne sait pas connaître, retrouver tout le monde, ou avoir la possibilité de connaître la vie de chacun, mais nous savons qu'il y a des gens qui ont bien vécu sur cette terre, qui ont bénéficié de l'amour de Dieu, et que cet amour ils l'ont manifesté en vivant avec leurs prochains dans leur communauté respective, et qu'à leur mort, on a cru que ces gens peuvent bénéficier aussi des béatitudes que Dieu a promis à tous ceux qui seront fidèles. L'Église a voulu qu'en une seule fête, nous puissions célébrer la joie de ceux qui sont déjà parvenus au ciel. Personne sans le Saint-Esprit ne peut dire de Jésus qu'il est Seigneur. Et donc nous pouvons louer Jésus comme le Seigneur, le Christ, le Messie, le Sauveur et le Seigneur, le Roi, que sous la poussée du Saint-Esprit. Voilà, comme je l'ai annoncé en début du journal, avec moi sur ce plateau, Franck Dikisongele, artiste peintre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous organisez depuis le 24 octobre dernier une exposition à l'espace de la Trust Mission Bank, dans la grande salle précisément, et une exposition placée sous le thème « Les 3 temps de Dikisongele ». Ça veut dire quoi ça? Merci bien. C'est depuis le 24, comme vous l'avez dit, octobre, nous avons organisé cette exposition. Mais en fait, les 3 temps de Dikisongele, ce sont les 3 moments évolutifs de mon travail. C'est-à-dire, là où j'ai commencé à présenter mes premières expositions individuelles avec le public,
Et puis il y avait un thème, c'est-à-dire nous avons conçu un thème et nous avons créé des œuvres. Et les 3 moments, naturellement, le premier moment, c'était mythe et révélation, la force de l'imagination, dont l'élément matériel, c'était les listes des ventilateurs, dans une philosophie de dire que les ventilateurs, c'est la force de l'imagination, c'est l'inventivité, c'est créativité, cette volonté-là à toute personne de vouloir donner le meilleur d'elle-même. Et puis le deuxième moment, c'était une exposition que j'ai conçue, les thèmes aussi également, Il est temps, c'était une exposition interpellatrice que nous avions présenté, je crois, en 2004, qui avait pour thème Il est temps, dont l'élément matériel, c'était les cadrans de l'horloge. Il faudrait dire, cette exposition, je suis parti de l'idée d'exprimer en fait une raison, parce que c'était la période où nous avions déjà conclu les 15 ans de transition et les pays étaient prêts de repartir encore sur une 16e année de transition. Et moi, en tant qu'artiste, j'ai réfléchi à ma manière, j'ai présenté cette exposition, pas tout simplement en pleurnichant ou en interpellant, mais tout simplement en y proposant également des pistes dans mes créations artistiques, et que j'ai présenté cette grande exposition avec 2 salles. Et la 3e exposition que j'ai dû mettre en symbiose avec les 2 premiers moments, c'est mythe et révélation. Non, c'était l'insaisissable la vie, dans l'idée de pouvoir montrer à mon public, pour qu'il n'y ait pas de coupures brisques, mais pour montrer, d'entrevoir une nouvelle approche artistique. Justement, qu'est-ce qui vous inspire lorsque vous peignez vos tableaux? Qu'est-ce qui vous inspire le plus souvent? Mais à m'entendre parler, je pense que le plus souvent, c'est ma société. Le vécu quotidien? Évidemment, c'est ma société. Je parle en termes de ma société parce que les vécus quotidiens, ce sont les... Je pense que je vis dans une société, je ne suis pas un monade insulaire, je vois ce qui se passe, je l'ai vu, mais moi, je l'essaye de les dire en tant qu'artiste. Et je l'essaye aussi en même temps de les consigner, j'essaye de les consigner, pardon. Donc je pense aussi comme l'art a le rôle de soubassement de l'histoire. Je voudrais que quand l'on interrogera, si vous permettrez, les temps à venir, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan artistique, que l'on trouve les éléments de réponse sur la société congolaise, comment a-t-elle évolué. Vous savez, maintenant qu'on parle de cap vers 2030 à l'émergence, ben, écoutez, l'on n'oubliera pas l'histoire. Ce qui revient à dire, l'art répond à la question, à la préoccupation des soubassement de l'histoire. Voilà. Qu'est-ce qui vous différencie, par exemple, dans l'inspiration avec des grands artistes peintres de renommée mondiale comme Picasso et les autres? Et je pense qu'il n'y a rien qui nous différencie, si vous voulez, par le simple fait qu'ils ont connu cette renommée, ils ont commencé début, ils ont fait la pluie et les beaux temps, comme on dit, mais je pense, ce sont les géants d'hier, sur les épaules desquels nous sommes drenchés aujourd'hui. Et je pense, comme on dit, l'art n'a... Vous savez, par exemple, des tableaux de Pablo Picasso coûtent des millions d'euros. Est-ce qu'un jour on peut penser vous voir à ce niveau-là? Ah ben pourquoi pas? Parce que le prix de l'artiste, si aussi les pays rentrent dans le jeu, parce qu'il s'agit d'une société, comment il évolue avec ses artistes. Évidemment, Pablo Picasso, il n'est pas passé inaperçu. Vous savez, il a peint après la guerre, la Guernica, une pièce qu'on a intitulée La Guernica, qui a fait le tour du monde, et puis avec toute la grandeur de la valeur. Mais c'est parce que la société est rentrée en jeu pour faire la promotion des artistes. Pour faire la grandeur des artistes, où l'artiste puisse connaître sa grandeur, je pense que sa société doit prendre les choses en main. Parce qu'il s'agit des politiques culturelles. Là, on reviendra toujours. Parce que quand il y a politique culturelle, on fait la promotion de ses artistes, on fait la promotion de ses économistes, on fait la promotion de sa politique, on fait la promotion de sa sécurité, tout et tout. Une société qui se veut responsable et respectueuse, je pense, qui doit pouvoir prendre en charge ou en considération tous les aspects de la vie quotidienne, parce que la société, c'est un ensemble, c'est un tout qui évolue ensemble. Et s'il y a un aspect qui reste, voilà. La grandeur de Pablo Picasso, en partie, est due à sa société qui a mis la main dans la... Je vais reposer la question autrement. Est-ce que l'artiste peintre congolais vit-il de ses œuvres? Je vais dire en toute modestie... Ou peut-il vivre de ses œuvres? Oui, j'ai dit en toute modestie, je crois, il peut vivre de son œuvre, quand en termes de pouvoir, c'est-à-dire, cela implique la force de l'artiste lui-même, en termes d'initiative, parce que, vous savez, les mal déjà, ou les faits qu'on n'ait pas une politique culturelle, c'est déjà une entrave, c'est une entorse, c'est une difficulté pour l'artiste. Et nous n'avons pas des salles appropriées, construites, si vous voulez, par nous-mêmes. Et puis la promotion, ce n'est pas vraiment assuré. Les artistes, nous terminons l'Académie des Beaux-Arts, on ne se pose pas la question qu'est-ce que l'on devient. Mais je pense que l'artiste congolais, il vit par le simple fait que nous trouvons des occasions d'aller exposer ailleurs, d'autres galeries qui s'intéressent à l'expression artistique congolaise.
Vous savez, malheureusement, ce sont les autres qui nous réunissent tout autour de notre propre culture, mais heureusement, la culture n'a pas de frontières. Quand tu as intérêt, c'est une société, une galerie, ben, écoutez, l'invitation vient, je pars, à ce moment, l'artiste vit. Revenons à l'exposition pour boucler cet entretien. Vous exposez vos œuvres, c'est destiné à quel public et est-ce qu'on peut se procurer de vos œuvres sur place? Évidemment, nous avons présenté cette exposition qui est destinée à tous les publics parce que la salle Le Monde des Flamboyants dans Trust Merchant Bank, c'est ouverte. C'est ce qui fait que même ceux qui viennent pour leurs opérations, ils montent dans la salle, ils voient l'exposition parce que la consommation de l'œuvre d'art n'est pas forcément l'acquisition. Là, je mets un bémol. Mais évidemment, l'exposition est ouverte à la vente de ces œuvres. Je ne voudrais pas parler en termes de commerçants, excusez-moi, j'en souffre, mais comprenez que c'est une possibilité pour permettre de faire vivre le travail de l'artiste, parce que nous devons vivre, nous devons commencer à travailler. Ben, écoutez, j'ai la famille, j'ai des enfants, je ne vais pas me pleurnicher ici pour ça, mais comprenez que l'acquisition d'une œuvre d'art ne doit pas être gratuite, c'est conditionné moyennant quelque chose. Bien, merci beaucoup Franck Diki-Songele. Je rappelle que vous êtes artiste peintre de renommée internationale parce que votre nom a quand même traversé les frontières, est allé au-delà des frontières nationales. Modestement, merci bien Alain. À présent, je vous laisse suivre la page rétrospective de la semaine. Deux journées pleines auront suffi pour que les participants à cet atelier, organisé par le CESAC, formulent des recommandations utiles ayant trait à la réglementation de la publicité de boissons alcoolisées dans le média. Certaines de ces recommandations ont été adressées au gouvernement et au CESAC. Les anciens projets de loi qui sont les normes applicables à la publicité en général et sur la publicité de boissons alcoolisées dans les médias en particulier dans notre pays. Au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC, de faire application des sanctions pour tout contrevenant et sur le non-respect de la législation en matière de publicité, de vulgariser la typologie publicitaire en définissant les formats, d'assurer une formation des annonceurs. Les annonceurs et les agences de publicité ont aussi en le leur. D'exiger aux agences de présenter la preuve qu'elles sont reconnues au CESAC avant de signer un quelconque contrat avec elles. Les publicités ne doivent pas systématiquement cibler le public jeune. Quant aux médias et professionnels de médias, ils doivent faire preuve de beaucoup de responsabilités. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Tito Ndombi, a apprécié et loué les cogitations de ces 2 jours utiles et pour avoir jeté des bases d'une intelligente réglementation. La publicité ne doit en aucun cas, par sa présentation, banaliser la consommation de boissons alcoolisées, ni donner l'impression que l'image et le message véhiculé, pourtant dangereux, est accepté par la société, a conclu le président du CESAC. Mavivi de Beni a vibré ce mercredi sous le rythme des sympathisants de différents partis politiques de la majorité présidentielle. Ils sont venus nombreux accueillir le président de la République, Joseph Kabila. Après l'aéroport, le chef de l'État a pris la direction de sa résidence située au quartier Boutanuka dans la commune de Boué. Sur place, il s'est entretenu avec le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, et le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku. Ceci avant de rencontrer les membres du comité local de sécurité, question de se faire une idée de la situation sécuritaire sur place. Malgré le massacre de plus de 80 personnes par le rebelle des Adolf Nalou, tuerie qui visait vraisemblablement à dresser la population contre les autorités du pays, la population de Beni ne s'est pas laissée abattre. Face à l'insécurité qui a élu domicile dans la ville de Beni, Joseph Kabila a d'abord voulu faire une bonne autopsie de la situation sécuritaire qui s'impose. Ce n'est pas pour rien s'il a décidé de séjourner dans ces coins de la République démocratique du Congo pendant plusieurs jours. Cette conférence de ministres de la Communauté économique des États d'Afrique centrale s'est assignée comme l'un des objectifs principaux de discuter de la transformation structurelle du système de l'économie des ressources naturelles en général et celle du système de l'économie du bois en particulier. Cette rencontre est également une occasion pour le partenaire technique et financier de la CAC de réaffirmer leur engagement pour le Fonds de l'économie verte en Afrique centrale. Le secrétaire général de la CAC, Ahmad Alami, a au cours de cette rencontre présenté les systèmes que la CAC a mis en place pour lutter contre la pauvreté dans la sous-région. Le système de l'économie verte en Afrique centrale, le système de l'économie de l'artisanat et des petites entreprises
entreprises en Afrique centrale, le système de l'économie des savoir-faire traditionnels, associé au système de l'économie agricole, rurale et urbaine, ces trois systèmes, bien ancrés dans tous les États membres et impliquant les populations, paraissent à nos yeux comme des outils efficaces pour contribuer significativement à lutter contre la pauvreté. Le vice-premier ministre en charge de la Défense, qui a eu le privilège d'ouvrir ces travaux, a dévoilé à l'assistance l'engagement de la République pour le développement de la sous-région en matière de l'économie verte. La République démocratique du Congo soutient sa création et s'engage à verser une somme de 3 millions de dollars pour son démarrage dès l'année 2015. Sur le plan institutionnel, la République démocratique du Congo soutient la création d'un département environnement et gestion des ressources naturelles au sein du secrétaire général de la CES. Les travaux de cette conférence ont pris fin ce jeudi 30 octobre, sanctionné par un communiqué final. C'est dans la salle de banquet du Palais du Peuple que les délégués de la société civile ont remis chacun la liste contenant les noms de leurs représentants aux 2 postes qui leur reviennent sur le 9 que devrait compter la Commission nationale des droits de l'homme. Pas de contestation. Toutes les thématiques ont présenté des candidatures qui vont laisser à l'appréciation de l'Assemblée nationale pour en déterminer un par thématique. Seulement pour les confessions religieuses où il faut en prendre 2. Un regard rapide sur le principe de Paris et la loi organique de la CNDH relève que l'implication de l'Assemblée nationale est un atout donné à cette institution pour le respect strict des critères de désignation des membres de cette commission, singulièrement la crédibilité. Avant de procéder à une publication solennelle, c'est de tout faire pour vérifier auprès de la personne concernée. C'est aussi notre droit. C'est aussi notre droit. La loi instituant cette commission a été votée en décembre 2012 par le Parlement. Il s'agit de créer un organe indépendant chargé de la promotion et la protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Le 31 octobre, c'est l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire à la Cour suprême de justice. Honneur aux magistrats civils et militaires de la République. De prime abord, les bâtonnets nationaux a rappelé l'avocat dans l'ordre, rechercher le bien de l'autre en respectant ses engagements. Et puis, Flori Kabange-Numbi, procureur général de la République, a axé son exposé sur la décision de classement du dossier judiciaire. Quand est-ce qu'une affaire peut être classée? C'est lorsque le magistrat du ministère public décide de ne pas mettre l'action publique en jugement. Prenons la parole. Le premier président de la Cour suprême de justice a d'abord rendu un hommage mérité au chef de l'État pour que la magistrature retrouve ses lettres de noblesse et la place que lui réserve la Constitution. Place à son exposé qui s'est apaisanti sur les concepts de prise à partie. Le législateur congolais ne l'a pas défini. Force est de recourir à la doctrine pour cerner la notion de la prise à partie. D'après le dictionnaire Larousse, prendre à partie signifie action d'attaquer quelqu'un. Selon Littré, la prise à partie est le recours qu'exercent les plaideurs contre leurs juges dans l'état prévu par la loi. Selon Antoine Ribens, la prise à partie n'est qu'un incident de procédure, une voie de recours en nullité. Cet auteur ajoute que c'est essentiellement une demande de dommages-intérêts au titre de... Eux ont déclaré ce qu'ils en pensent. J'invite justement mes collègues magistrats, et notamment ceux de mon tribunal, du tribunal de travail de Kinshasa, à être prudents, de sorte que les décisions que nous aurons à rendre ne nous mettent pas en porte-à-faux avec la population. Au supérieur de la magistrature a invité les bâtonnets nationaux et des différents barreaux à s'épancher sérieusement sur les décisions de principe pour décourager les procédures dilatoires initiées à la Cour suprême de justice par leurs jeunes confrères. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition du journal télévisé sur Antenne. Je rappelle que nous avons reçu dans ce journal Franck Dikisongele, artiste peintre, qui organise une exposition à la Trust Merchant Bank. Vous pouvez y faire un tour. Voilà, prochain rendez-vous avec les informations, c'est ce lundi dès 7h30. Vous allez retrouver à la présentation Eric Izami. Quant à moi, je vous retrouve cette semaine, à la fin de la semaine, donc vendredi déjà à 19h. Bonsoir et bonne suite de programme sur Antenne.